c'est quelque chose de plus drôle. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. C'est juste une petite image pour vous faire rigoler. Aujourd'hui, on porte des masques, on parle moins, on communique moins. Il n'y a que de la télétraduction, mais ça, c'est assez rare. On correspond par écrit et on préfère correspondre par écrit plutôt que de s'écouter au téléphone, etc., etc. Donc, traduction indisponible. Alors, c'est une question pour la réflexion. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Donc, c'était juste pour vous faire rire. Qu'est-ce qu'on traduit quand on traduit? Alors, répondez-moi. Qu'est-ce qu'on traduit quand on traduit? Il y a une chose que j'ai entendue chez les grands professeurs de traduction simultanée. Le mot peut vous trahir. Ne faites pas confiance au mot. Mais faites confiance à quoi? À l'idée. L'idée, la pensée, et elle est très importante. On traduit, bien entendu, on traduit l'idée. Mais souvent, le mot est très important. Le concept, par exemple, ou un terme, ou un mot qui est très important pour la personne qui parle. La question suivante, est-ce qu'on a droit à l'erreur? Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de faire une erreur. Ce qui est une erreur? Oui, la réponse c'est oui. On a le droit à l'erreur. De temps en temps, cette erreur vous permet quelque chose de nouveau, vous permet de vous développer, vous permet d'entamer une conversation beaucoup plus intéressante que ça l'aurait été. Les erreurs sont très humaines. De temps en temps, c'est drôle. Hein, on rigole beaucoup dans notre métier hein, parce que ça nous arrive des histoires pas possibles. Mais aussi, je dois dire, quand vous commencez votre travail et que vous vous dites « je ne suis qu'un humain », je ne suis pas un ordinateur, je ne suis pas un dictionnaire comme sur cette image. Et je me dis, oui, j'ai droit à l'erreur. Il m'est arrivé 2 fois dans ma vie de me dire que je ne vais plus faire ce métier parce que j'ai fait trop de fautes, je me suis perdue, c'était des échecs dans le métier, ce qui peut arriver. Mes amis m'ont dit, écoute, c'est très humain, c'est très bien, mais ça arrive à tout le monde, c'est pas très grave, au contraire. Tu vas continuer, tu vas bien continuer. Ils ont eu raison, bien sûr, j'ai eu le courage après de recommencer, mais ça peut nous arriver et je dois vous dire que c'est beaucoup plus précieux que les 1000 victoires que vous avez dans votre truc. La communication. Nous avons parlé des personnes qui sont jolies, qui sont très rapides. Vous avez parlé des grandes qualités des interprètes. À la fin de l'université, j'avais de très bons professeurs, de très bonnes connaissances dans tout ce qui est linguistique. Le côté linguistique, c'était très fort grâce à tous mes professeurs que je remercie toujours. Mais il y avait un côté qui me manquait quand même. C'est tout ce qui est non-verbal et paraverbal. Ce schéma, c'est un schéma de 1999. Le schéma est bien sûr contestable par rapport aux chiffres, c'est-à-dire, je vais l'expliquer, vous m'écoutez, maintenant, vous me regardez peut-être, le 7% de compréhension, c'est les mots, et le reste, pourtant aujourd'hui on est limité dans cette partie-là, c'est tout ce qui est respiration, les gestes, la mimique, ça vous ne voyez presque pas parce que c'est la petite image, mais le rythme, l'intonation, la mélodie de la voix, ça reste quand même très important. Les pauses que je fais. Nous sommes formés souvent aux choses linguistiques, mais où on avait oublié et on n'a pas eu le temps de travailler les facteurs linguistiques, artistiques, etc., etc. Donc, bien sûr, par rapport aux chiffres, et on en a parlé avec Larissa Andreevna, à qui je fais très confiance,
Ces chiffres ne sont pas peut-être vrais, hein. Pourtant, c'est un schéma qui circule, qui est international, etc., etc. C'est peut-être pas vrai. Mais l'importance du paraverbal ou du non-verbal est incontestable. C'est ce que j'ai remarqué dans mon métier. Alors, qu'est-ce que c'est? On va passer rapidement. C'est très important pour le traducteur de se poser la question comment on se sent. On doit travailler quand on a bien mangé, bien dormi, quand on est en pleine forme, quand on est confortablement habillé. Le total look, comment est-on habillé? J'ai beaucoup travaillé avec les designers, les grands designers français qui travaillaient justement sur le total look. Et ils ont remarqué que je portais toujours quelque chose de bleu. Là, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, c'est quelque chose entre le bleu, bleu ciel, etc., etc. Ils m'ont dit, c'est très bien ce que tu fais parce que le bleu, c'est la couleur des traducteurs. Des interprètes. C'est la couleur de la communication. Quand vous êtes en bleu, on vous perçoit d'une manière. Quand vous êtes en rouge, on vous perçoit d'une autre manière. Ça, c'est une autre perception des choses. On vous regarde différemment et on écoute différemment ce qu'on vous dit. Ça, c'est des petites subtilités peut-être, mais aussi, c'est très intéressant. Comment et où est-on placé? Même quand on traduit en ligne, est-ce que vous êtes assis ou assise sur une chaise confortable? Comment vous vous êtes placé? Est-ce que c'est une posture active, dynamique ou est-ce que vous êtes courbé, etc., etc. Ça va influencer votre traduction, c'est sûr et certain. Les gestes, on fait des gestes. Il y a des gestes parasites. Très souvent, on a le trac devant le public ou on a vraiment le trac de parler devant la caméra, devant tout ce bordel. Mais les gestes parasites, ça nous aide à nous concentrer quand même. Bien sûr, il faut éviter de les montrer, mais ça vous aide dans la petite motricité de vous concentrer, de vous calmer, etc., etc. Donc, si on le fait en cachette. Et bien sûr, il y a des gestes qui nous aident. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Où on regarde comment on respire. Je pense que comment on respire, c'est là la question clé. Pour dynamiser votre cerveau, pendant la traduction, vous devez l'oxygéner. Vous devez bien respirer. Vous devez être bien dans votre peau, comme on dit. OK ? Je ne vais pas vous montrer cette vidéo. Vous pouvez faire le screenshot de la page ou après dans l'enregistrement ou prendre la photo, le lien YouTube. C'est un traducteur en langage des signes suédois qui a fait la gloire de tous les interprètes, de tous les traducteurs en langage des signes et de tous les traducteurs carrément. Pendant le concours Eurovision, il avait traduit les chansons qu'on représentait à ce concours en langage de signes pour les personnes sourdes, muettes ou malentendantes. C'est un chef-d'œuvre hein, parce que là, ce sont les gestes qui agissent, les gestes et la mimique. Et je pense que c'est un exemple, même si on parle d'une autre langue, ce n'est pas le russe, le français, le chinois, c'est le langage des signes. Hein. C'est un autre type de langue, hein, mais c'est une langue quand même. Et pour moi, c'est un exemple de la traduction expressive. Donc, regardez, vous allez prendre plaisir. Vous allez prendre plaisir. Il existe des personnes sourdes et muettes, mais j'ai travaillé avec les personnes qui sont sourdes, muettes et aveugles. Ça m'est arrivé une fois lors d'un festival de théâtre, de servir d'animer une traduction double, même triple. Il y avait un monsieur qui était sourd, muet et aveugle. Il y avait à côté de lui sa traductrice. Elle parlait, elle traduisait ce qu'il lui disait.
ce qu'il lui disait avec les mains. Regardez sur la photo, c'est les mains qui donnent un message et c'est les mains qui traduisent. La traductrice, elle parlait russe, elle disait ce qu'il voulait dire et moi, j'animais la traduction simultanée en français, vers le français. Donc, c'était une double traduction qui m'a beaucoup émue, que j'ai toujours dans la tête. Vous avez les mains qui traduisent, puis après, vous avez la voix, le russe, vous avez une autre voix et vous avez une question en français que je traduisais vers le russe et qu'elle, elle traduisait en langage de main. Hein, c'est même pas un langage de signes. C'est un langage très spécial, mais c'est aussi un système de langue. Je dois vous dire que malgré toutes les limites, notre contact s'est passé très bien. J'ai participé à une conversation des deux personnes, une conversation très intéressante. Ils ont parlé de beaucoup de sujets très compliqués, philosophiques. Ils ont parlé de la vie, en sachant qu'une personne ne voit rien et n'entend rien et ne parle pas. Quand il était sur scène, au début, sa traductrice avait traduit je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je ne sais pas qui vous êtes devant moi, c'est le public, mais je peux vous parler et je peux vous comprendre grâce à ma traductrice. Vous avez également le lien YouTube, si ça vous intéresse, mais c'est très, très intéressant parce que ça élargit un peu le cadre de notre métier et ça fait partie aussi de notre métier. C'est précieux. La deuxième chose importante dans tout ce qui est paraverbal, l'intonation. Le débit, le timbre, etc. etc. Il y a un psychologue qui disait « Ne parlez pas d'une voix monotone, ça fait dormir le public. Essayez au moins de faire semblant de vous intéresser à ce que vous traduisez. » Ce qui est très important. Même tous les sujets ne sont pas passionnants, hein, mais quand vous vous intéressez à ce que vous traduisez, au moins quand vous faites semblant de vous intéresser à ce que vous traduisez, vous vous aidez à traduire. Je vous ai déjà dit que les gestes, ça aide. L'intonation, ça peut aider aussi. Quand on a des problèmes, quand on ne veut plus comprendre, quand on est très fatigué, on peut nous baser sur les gestes et sur la voix, sur notre intonation. Donc, pensez à une interprétation expressive et pensez aussi à traduire les pauses. Je me souviens, il m'est arrivé de traduire c'était aussi une traduction double de l'allemand, allemand-russe, russe-français, en simultané, tout se passait en simultané. La traductrice, enfin moi je travaillais en simultané, la traductrice en allemand, une super professionnelle, vraiment, hein, qui a travaillé en consécutive. Moi, je travaillais en simultané. L'intervention a été très intéressante de notre collègue allemand. Et il a fait, à un moment donné, il a fait une pause entre les mots. Ce n'était pas une pause parce qu'il était fatigué, c'était une pause qui portait du sens. Et la traductrice de l'allemand, allemand-français, oui, allemand-russe, pardon, elle a traduit cette pause, c'est-à-dire elle a gardé cette même pause. Et ça a donné, moi je l'ai gardée aussi dans ma traduction française. Et ça a produit sur tout le monde une grande impression parce que, vous savez, comme chez les acteurs, la pause, souvent, c'est plus important que le texte. La pause qui porte du sens. Et ça, n'oublions pas, parce qu'on doit être rapide, parce qu'on ne perd pas le temps, parce qu'on ne se dépêche pas tout le temps, de faire attention à ce genre de choses. Ça produit vraiment un grand effet. Et en plus, ça vous facilite la vie quand même. Esclave ou partenaire? Bien sûr, vous allez me répondre partenaire. Et vous aurez raison.
Aujourd'hui, on est considéré comme un partenaire à part égale. C'est un travail d'équipe et vous participez avec vos moyens modestes quand même, en restant modeste, mais vous êtes quand même partenaire dans ce travail. La question suivante, vous allez me répondre comment je traduis. S'il y a quelqu'un à côté de moi qui dit « Je suis né à Nantes, je m'appelle… » je ne sais pas comment, etc., etc. Comment vous traduisez je ou il? Vous notez dans le chat? Je, oui, Arsigné. Les autres, vous avez d'autres idées peut-être? On est très démocratique. Non, pas d'autres idées et vous avez raison. Mes professeurs, qui était un grand traducteur, on lui a posé cette question quand j'étais étudiante, il a dit « je », bien sûr. Mais dans le cadre de mon travail, j'ai remarqué qu'il y a une autre école, si on peut le dire, de traducteurs qui disent, on va dire « il ». Ça, c'est une école beaucoup moins efficace parce qu'on est tellement perdu. On oublie déjà dire « il », ce n'est pas poli. Puis après, même si on, si on dit le prénom de la personne, tout le monde oublie qui c'est qui, il a travaillé où, etc. À la fin, on est vraiment perdu. Vous vous transformez en personne, vous dites « je m'appelle Charles de Gaulle ». Oui, désolé, mais c'est comme ça. Juste 2 mots, je vous ai parlé des gestes, je vous ai parlé de l'intonation, tout ça pour faire fonctionner notre cerveau. Déjà, j'ai étudié dans le cadre de mon travail, parce que j'ai travaillé avec les psychiatres et les psychologues et les psychothérapeutes qui avaient présenté enfin, des choses super sérieuses, et j'ai été obligée pour préparer ma traduction de découvrir une littérature neuroscientifique, tout ce qui est neurosciences, ce qui m'a ouvert toutes les frontières pour moi, ce qui m'a ouvert ce monde. J'ai compris le fonctionnement des choses et j'en profite toujours pour faire travailler mon cerveau, pour être en forme, pour être professionnel dans mon domaine. Alors déjà, il faut savoir, j'ai un petit peu récapitulé, toutes les zones du cerveau sont impliquées. Vous voyez sur l'image, vous avez les zones du cerveau qui sont responsables des lettres, de la linguistique, des sciences, de courir, de bouger, de dessiner, des choses créatives, des choses motrices, etc., etc. Mais tout est vraiment là. Quand vous traduisez, comme si vous faisiez tout. Comme si vous bougiez, comme si vous mangiez, comme si vous travailliez, comme si vous lisiez, comme si vous écoutiez la musique. Tout fonctionne. Donc, et on doit penser à ça, c'est une bonne piste pour travailler. Notre cerveau a besoin d'oxygène. Donc, pensez à respirer et à travailler la parole fluide. La respiration, c'est un truc clé. Moi, j'ai appris ça lors des formations supplémentaires en respiration en informatique et on m'a appris une technique dont je me sers et ça m'aide énormément à bien traduire. La réglementation du travail en simultané. Je vous ai dit, on fait une pause toutes les 20 minutes au maximum. Sinon, on peut devenir fou. C'est dangereux pour la santé. Donc, si on vous propose un travail en simultané que vous êtes seul, dites non. C'est dangereux. Et on a eu malheureusement des exemples tristes, temporaires. Enfin, ça passe après, mais c'est un risque. Vous prévoyez des pauses d'avance. Tout s'anticipe. Mieux c'est anticipé, mieux c'est préparé, plus facile c'est après. Le cerveau, de temps en temps, peut faire la grève. Vous m'écoutez maintenant et toutes les 10 minutes, c'est très naturel, vous pensez à autre chose.
vous m'écoutez plus, vous écrivez quelque chose, vous regardez dans vos gadgets, vous écoutez quelque chose, vous lisez les messages, ou tout simplement vous regardez par la fenêtre, vous permettez de le faire. C'est un processus naturel parce que le cerveau, en moyenne, toutes les 10 minutes, il va se reposer. D'accord? Ou changer d'air, etc., etc. Pensez à ce que je n'ai pas acheté mon petit chou, je dois cuisiner quelque chose ce soir, etc., etc. Quand vous travaillez comme interprète, vous n'avez pas ce luxe. Vous devez toujours être attentif. Ça, c'est très difficile. Et de temps en temps, votre cerveau dit je n'en peux plus. Tu me tortures, je ne vais plus travailler, je fais la grève. Ça arrive au bout de 2 heures de travail chargé, au bout de 3 heures de travail chargé, quand avant vous n'avez pas bien dormi, vous n'avez pas bien mangé, quand le sujet est très difficile, quand vous n'êtes pas très en forme. Ça peut nous arriver, on est des humains. Hein, quand on fait trop de fautes et que vous êtes triste, etc., etc. Ça peut nous arriver. Donc, le cerveau fait la grève. C'est un échec, normalement, parce que la personne vous parle, hein, qui n'est pas dans vos rythmes, vous l'écoutez et vous ne comprenez rien du tout. Ou vous ne pouvez pas formuler l'idée correctement, vous n'êtes pas capable d'expliquer les choses comme il faut. De temps en temps, on est vraiment incontrôlable, c'est ingérable, le processus ingérable. Ça passe donc dans une minute, en 1 minute, en 2 minutes, ça passe normalement, mais vous devez qu'est-ce que vous allez faire pendant cette minute et ces 2 minutes. C'est énorme quand vous êtes sur scène, c'est énorme quand vous êtes devant le public qui nombreux, que vous ne connaissez pas et qui attend, et si vous avez un micro en plus à la main, votre main tremble et vous ne savez pas quoi faire, alors quoi faire? Donc, je dois vous dire que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les formations, mes professeurs qui m'ont beaucoup aidé, c'est les gestes. Par exemple, de temps en temps, vous perdez le sens des mots tout simples. Hein. Je caricature, bien sûr, mais tout à coup, vous oubliez comment dire en russe « balchoy ». Voilà, ok, j'ai oublié, c'est parti. Alors, quand je fais le geste, ça m'aide à retrouver le mot. Les gestes, ça aide à retrouver les mots. C'est très efficace quand vous êtes dans le vocabulaire abstrait, psychologique, acteur, etc., poétique. C'est toujours beaucoup plus facile de jouer avec les émotions, de gesticuler, de faire un geste. Le mot vous revient automatiquement hein, après le geste. Mais aussi, il y a la question d'intonation. Vous commencez à parler plus lentement, plus distinctement, faire un petit peu plus de pause. Ça fait discipliner un petit peu votre cerveau. Et bien sûr, il y a une petite astuce que j'ai apprise aussi grâce à mes professeurs, c'est de baisser le ton de la voix pour calmer la respiration et ça revient. D'accord? Donc, ça, c'est aussi les neurosciences qui vont vous prouver que ça a le sens. L'image suivante, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, m'écrire ou me dire, hein, si vous voulez, vos suppositions. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais allumer le chat. Je vous attends. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les liens neurotiques. Neuronaux, oui, ma chérie. Oui, vous avez bien raison. C'était pas évident pour les autres? Hein, vous avez hésité entre l'espace et coucou. L'espace et quelque chose d'autre, c'était compliqué. Oui, ce sont les liens neuronaux. C'est ce qui se passe dans notre cerveau. Pourquoi je vous montre cette image, à votre avis? Est-ce que vous m'entendez, mes chéris? Oui. Ouais.
Oui, c'est bien, parce qu'il y a un problème Internet. Euh, pourquoi, je vous ai montré cette image? Vous voyez que dans notre cerveau, il n'y a pas de géométrie stricte. Il n'y a pas de 90 degrés. Tout est entrelié. Donc, pour travailler l'adaptation à notre cerveau, pour travailler le fonctionnement de notre cerveau, on doit penser à ça. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas si si vous allez voir le nouveau slide, les conseils, les petits conseils pratiques en découlent. Déjà, donc, vous écoutez c'est quelques conseils pratiques que j'utilise moi-même, et que je partage. Si un jour ça vous sert, ça va être très bien. Maintenir votre cerveau en forme, c'est-à-dire lire de bons livres, de bons films, la bonne musique. N'écoutez pas n'importe quoi, ne lisez pas n'importe quoi. De temps en temps, ça nous arrive bien entendu de lire des bêtises, de voir des bêtises, mais prenez des choses bonnes, un bon texte, une bonne quelque chose. La gymnastique du cerveau est très utile. Les exercices, les jeux, les devinettes, et on en profite parce qu'avec mes amis, on a toujours joué au crocodile, je ne sais plus quoi. Вот вся эта игра глухонемых – это отличное упражнение для мозгов. Les formations supplémentaires, la gestion de la voix, les exercices de respiration, l'art dramatique, ça sert beaucoup et non seulement c'est très intéressant, mais c'est aussi très profitable c'est une gymnastique du cerveau. Les exercices physiques, je pense qu'il fallait que ça devienne numéro 1. Et les promenades à pied, le contact avec la nature. Suivez les petits sentiers, hein, comme vous l'avez vu sur l'image précédente, les petits sentiers qui ne sont pas, c'est pas les chemins droits, mais c'est quelque chose dans la forêt, comme la nature, comme les branches d'arbres. Regardez les arbres, regardez les plantes, observez vos animaux de compagnie, etc., etc. Le contact avec la nature nous rend plus intelligents, plus tranquilles, mais aussi plus intelligents. Et j'en suis absolument sûre. Aussi, on va revenir aux anciennes époques. Écrivez à la main. Prenez votre stylo et papier, prenez des notes. Faites, je ne sais pas, votre carnet, mais écrivez à la main. Dessinez, même si vous ne savez pas forcément dessiner, hein, mais faites quelque chose à la main, parce que la petite motricité est liée directement avec le cerveau. Aujourd'hui, on n'a que le pouce qui fonctionne, parce que c'est le pouce qui fait marcher vos gadgets. Hein. C'est très mauvais parce que ça vous limite dans un cadre absolument restreint. Donc, faites fonctionner tous vos doigts, tricotez les filles. Je ne sais pas, faites quelque chose à la main. Préparez votre pain à la main, c'est tactile, mais ça a un impact sur le cerveau. Quand un grand travail m'attend, je dois être en forme. Je dois être en forme intellectuelle, je dois être concentrée et je sais que ça va être difficile, etc., etc. En plus du stress complètement psychologique devant le public ou quand il y a le micro, etc., etc. Donc, faites ça. Je prends un stylo, je fais un petit dessin, j'écris, je fais un petit exercice physique, mais bon, mais ça doit avoir du sens aussi, hein, où j'essaie de me promener quelque part, de respirer comme il faut et de faire fonctionner un petit peu mes neurones, ce qui est très, très bien. OK. Et juste pour finir, les deux sujets, les plus grandes difficultés du métier, je pense que ça, je peux vous partager, c'est la fatigue. On est fatigué comme le petit chien là. J'ai trop bossé, je suis épuisée. Le burn-out. Quand vous anticipez, quand vous préparez les pauses, quand vous dites « je vais travailler avec mon collègue, on va être à deux », hein, je ne vais pas… Ça m'est arrivé de travailler 2 semaines, jour et nuit, toute seule. Hein, quand j'étais en déplacement, j'ai travaillé dans le Grand Nord.
ce qui a été une expérience inouïe et une expérience très intéressante. Mais ça provoque beaucoup de fatigue parce que vous traduisez non seulement pendant la conférence, mais aussi à l'heure du déjeuner, la nuit, le soir. On pense que quand c'est la pause déjeuner, comme si vous ne travailez pas, parce qu'on parle des choses toutes simples, c'est pas la terminologie, etc., etc. Mais vous travaillez quand même. D'accord? J'ai appris aussi à traduire en mangeant. Ça, c'est une autre chose. Mais mieux vous anticipez. Si vous dites je vais travailler avec quelqu'un et puis après on va prévoir des pauses, expliquez-moi au maximum le déroulement de votre événement, préparons-nous à ça, hein. Ça se fait naturellement mais pas toujours. L'inattendu, l'imprévu, comme je vous ai écrit, ça fait partie des difficultés du métier. La nécessité d'être toujours attentif, on en a déjà parlé, toujours attentif, même si mon cerveau ne veut plus être attentif. Je dois toujours être attentif. Je pense que la question de l'attention est très actuelle aujourd'hui parce que les gadgets, etc., trop d'informations, l'infobésité, quand on a trop de choses à voir, quand on a la polyvalence enfin, qui n'est pas très saine. Ça, c'est aussi un sujet auquel il faut faire très attention. La responsabilité, déjà parler en public, ne pas se tromper devant le public. Quand on se dit j'ai droit quand même de faire une erreur, vous vous sentez beaucoup plus calme, hein, et vous pouvez vous corriger à temps. Vous n'avez pas peur de présenter vos excuses, de dire oui, je me suis trompée, ça c'est un autre mot, etc., etc. Entamer peut-être une autre branche de la conversation. Tous les sujets ne sont pas passionnants. Bien sûr, les frigos ne m'intéressaient pas tellement, mais je me suis dit, c'est la rencontre des ingénieurs, c'est la rencontre des âmes sœurs. Et je participe à leur compréhension sans trop comprendre des choses. Ça, c'est drôle et ça fait plaisir quand même aussi. Ce qui est très important, la surcharge sensorielle. Ça a provoqué un échec dans mon métier. Quand il y avait trop de lumière autour, quand il y avait un micro qui faisait des échos, et le micro était trop fort pour moi, quand il y a le froid et la chaleur, j'étais rentrée du froid après le vol d'avion assez long, parce qu'on venait de Sibérie, on revenait du froid, du grand froid, dans la chaleur. Donc, la surcharge sensorielle peut se passer quand vous vous sentez pas très bien, quand vous avez mal mangé, quand vous avez mal dormi, etc., etc., parce que vous étiez super nerveux, c'est très naturel. Donc, il faut le retenir et il faut aussi anticiper, prévoir, peut-être dire à la personne, et si vous travaillez en ligne, par exemple, prévoir une lumière douce, prévoir votre confort pour les pieds, prévoir peut-être une aromathérapie. Moi, je fais de temps en temps, ce qui vous aide à travailler. Donc, tous les facteurs sensoriels, nos 5 sens plus le 6e, ça nous aide à nous sentir à l'aise et donc à mieux travailler. La voix fatiguée, les problèmes de voix nous arrivent toujours quand on parle pendant 5 heures et les personnes disent « Oh, vous devez être fatigué parce que vous parlez pour les 2, vous parlez pour les 3, vous parlez pour les 50 qui sont dans la salle, vous parlez tout le temps. » Et ça, c'est aussi une question qui se gère. Vous n'avez pas le droit de perdre la voix, pourtant ça peut arriver quand même. Ça m'est arrivé pendant la traduction simultanée dans les cabines. J'ai travaillé avec ma collègue, on a travaillé une journée, c'était vraiment un défi énorme, on était super fatigués, vraiment dans un autre espace, dans une autre dimension. Et le deuxième jour, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la fatigue, les nerfs ou la surcharge de la voix, je ne pouvais plus parler.
j'ai perdu la voix. Et comme j'avais un micro et que je devais parler, et je devais absolument être avec ma collègue pour la remplacer, on se remplaçait toutes les 10 minutes. Pendant 10 minutes, je pouvais parler et j'avais une voix très, très basse. Je ne sais pas pourquoi. Euh, les 10 minutes passées, je ne pouvais plus prononcer un mot. Elle me remplaçait. Pendant ce temps-là, on me donnait du lait chaud, enfin des choses, des petites sucettes, enfin pour des petites pastilles pour faire quelque chose, hein, parce que c'est la force majeure, elle ne peut pas travailler toute seule. Ils ont invité une autre traductrice, mais qui n'a pas pu. Donc, et puis après, quelqu'un a dit non. Donc, j'avais pas le choix. Et donc, toutes les 10 minutes, on se changeait. C'était très drôle parce que je devais gérer ma joie, je devais gérer ma voix, je devais gérer également ce qui se passait, je devais être attentive et bien traduire ce qui se disait. Il y avait plein de chiffres, il y avait plein de termes médicaux, etc. etc. Donc, c'était compliqué, mais à la fois, j'ai eu un compliment. Il y a quelqu'un qui m'a écouté, ils avaient tous des casques. Ils m'ont dit, mais un médecin russe qui m'a dit, mais vous parlez très bien français. J'ai dit, oh, vous parlez français, vous connaissez aussi cette langue. Et il dit, mais non, mais je vous écoute en toutes les langues, tellement vous avez une voix, une belle voix basse, enfumée, etc., etc. C'est très bien. Je me suis dit, on fait attention non seulement à ce que vous dites, mais à comment vous le dites. Ok, mais ça, voilà. Regardez ça, je laisse ça sans commentaire, mais ça, c'est une vérité pure. Je pense que c'est valable pour tous les métiers. J'ai entendu cette formule, j'ai vu ce dessin pour la première fois de la part de mon collègue préféré, que Gal et Larissa Andreevna connaissent, Patrick, qui travaille dans le domaine de l'autisme. Et il a dit que tous les pédagogues, tous les éducateurs spécialisés doivent être comme des canards. Comme ça, mais les traducteurs aussi. Ça aussi, j'ai voulu vous laisser ça comme ça, parce que c'est aussi vrai. C'est vrai. Cette image, regardez bien, montre la polyvalence, la capacité de chaque interprète de faire 1000 choses à la fois, de gérer 1000 choses à la fois, écouter, parler, enregistrer, mémoriser, ne pas dire trop de choses, d'accord? Physiquement, être très solide, tenir debout, нужно поддавать переводчику за его ошибки тоже иногда надо. Donc, la nécessité d'être avec tout le monde, d'être à côté de tout le monde, etc. etc. Et surtout d'être vraiment très attentif. Voilà, mais ça m'a semblé drôle. Et la toute dernière chose, quand même, on a parlé des difficultés, il faut parler des atouts. Hein. C'est un métier super difficile, c'est un métier de cauchemar, c'est un métier insupportable, mais quand même, il a des atouts. On apprend toujours, ce que j'aime beaucoup. On apprend toujours, on ne s'arrête pas. On est là pour apprendre, pour découvrir, parce que quand le lendemain, tu as une traduction dans le domaine que tu ne connais pas du tout, tu ne dis pas non, tu dis oui pour progresser, hein, pour lire des livres, pour découvrir des choses, et ça n'arrête jamais, hein, et ce qui est beau. Vous avez des sujets divers à découvrir. Aussi, vous ne vous ennuyez pas. Pour le tempérament qui n'est pas très sérieux comme le mien, c'est une belle possibilité. Et je vous ai mis ça, l'imprévu, dans les défauts du métier, et j'ai mis ça aussi dans les atouts. Parce que l'imprévu, c'est toujours les nouvelles possibilités, les nouvelles rencontres, les nouveaux contacts, les nouvelles connaissances, les nouvelles compétences, même pour moi. Je ne peux pas vous dire combien de choses j'ai apprises pour ma vie privée, pour ma vie professionnelle,
et personnelles aussi, hein, à la maison. Et aujourd'hui, quand on est dans le confinement, ce sont les compétences qui sont vraiment précieuses. Les belles connaissances, les humains, les gens. J'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec les meilleurs dans ce monde, qui travaillent dans la médecine, dans l'humanitaire, dans la culture, la grande culture. J'ai travaillé avec vraiment les personnes qui sont précieuses. J'ai travaillé avec les personnes très gentilles et j'ai participé à ce processus de contact entre les meilleurs francophones et les meilleurs russophones. Et ça fait vraiment un plaisir. Les nouveaux défis, bien entendu, la gymnastique du cerveau, de l'intelligence. Je dois vous dire qu'après un bon travail en traduction ou en interprétation, c'est égal. J'avais fait récemment une traduction écrite sur le roi Arthur, sur la broderie roi Arthur, mais l'histoire du roi Arthur, j'ai découvert plein de choses, j'ai lu sur Internet plein de choses, j'ai lu un livre sur le roi Arthur, etc., etc. On devient plus intelligent dans notre vie ordinaire. On prend plus rapidement les décisions. Après un bon travail, c'est une bonne gymnastique du cerveau, vous devenez plus intelligent partout. Ce qui est bien. Et puis après, bien sûr, il y a plein d'histoires drôles, des aventures, et ça ne s'oublie pas, ça reste toujours avec vous. L'image suivante, pour vous illustrer l'intérêt de votre travail aussi, parce qu'une langue différente, c'est une vision de la vie différente. Quand on rencontre une situation difficile dans la vie, quand on la raconte en français, ça vous soulage. Et on dit aussi que prendre des décisions, on prend en langue différente, on prend des décisions différemment. Et bien sûr que dans chaque culture, on apprend quelque chose de précieux. Et dans la culture francophone, française ou canadienne ou belge, il y a plein de choses qui sont vraiment précieuses pour nous, qui nous manquent. Ну вот, а это вот вам пример, ну, почти электронного перевода. Voilà mes chéris, j'ai fini. Je pense que on s'est inscrit dans le temps. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions aussi après si vous en avez. Hein, c'est une question, c'est ouvert à tout le monde. Attendez, je vais arrêter la démonstration. Est-ce que vous avez des questions, des choses maintenant? Hein, on a quelques petites minutes pour finir. Oui, j'ai deux questions. Oui, ma chérie. Puis-je? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez raconté une histoire intéressante de votre pratique quand vous avez décidé de ne pas traduire les mots de votre client. Oui. Et ce que le client a dit. Écoutez, ça s'est passé en 98. Un journaliste d'une revue, enfin, ou d'un journal économique, un économiste, est arrivé en Russie pour évaluer l'impact de la crise financière. C'était la crise financière en Russie, comme toujours, mais bon, mais c'était une crise très, très forte. Et il a choisi d'aller, on est resté ensemble pour traduire dans les grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, Pskov, on est allé à Pskov également. Et puis après, il a décidé de rester dans une petite ville провинциale. Ну, это станция Дно между Питером и Москвой. Ну, такая прям очень-очень-очень провинциальная. Et il a posé, donc on a découvert une vie très difficile, une vie, c'était une petite ville où les gens ne travaillaient pas, toutes les usines qui existaient s'étaient fermées, les gens se trouvaient dans une situation très très compliquée, il y avait beaucoup de personnes qui buvaient de l'alcool, etc., etc. Donc l'ambiance le contexte était vraiment dur. Et lui, c'est quelqu'un d'européen avec sa tête très rationnelle. Voilà, il comptait tout, etc., etc.
Il s'adressait aux gens, quel est l'impact de la crise économique, voilà, est-ce que vous avez eu votre argent dans la banque? Là, il ne s'agissait pas des banques du tout, je ne sais pas s'il en existait à l'époque. Там банками никакими не пахло, но в общем. Et alors, donc, les gens disaient, écoutez, notre vie est tellement difficile, vous nous parlez de la crise financière, on n'a rien perdu parce qu'on n'avait rien, etc., etc. C'était un peu le contexte. Et puis après, on a marché un petit peu, on est sorti en dehors de cette petite ville, on a marché dans la nature et on a vu un petit village à côté. Un village vraiment abîmé avec des vieilles maisons, mais vraiment très, très, très pauvres. Il a dit, écoute, je veux continuer de faire mon article et on va frapper à la porte de quelqu'un pour poser la même question, pour poser cette question. On a frappé à la porte d'une maison et il y a eu comme les Français disent, une babouchka. Une dame qui est très, très âgée, qui nous a vus et qui a pleuré. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu les gens, les humains. Elle avait son jardin, sa vie était vraiment très, très, très difficile et on le voyait, elle faisait tout le possible, elle entendait à peine. Et elle voyait à peine, mais quand elle nous a vus, elle a pleuré, elle a dit « j'ai pas vu les gens depuis longtemps et je suis contente de vous voir ». C'était très touchant. Là, j'avais des larmes aux yeux. Pourtant, l'interprète à peine peut se permettre les larmes aux yeux. Hein. Si on travaille, on travaille. Elle nous a donné plein de pommes de son jardin. Et lui, en étant, je ne sais pas, c'est assez rare que je dis ça parce que toutes les personnes que je rencontre, c'est des personnes très émotionnelles, enfin, vraiment très délicates. Il n'a pas eu la délicatesse et il a dit, je fais l'interview quel est l'impact de la crise financière, etc. Я промолчала. Parce que je me suis dit que ça allait la vexer. Je l'ai remercié, je l'ai embrassé et je lui ai dit, excuse-moi, je ne vais pas traduire ça et on va partir. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Il a appris, j'ai tout expliqué, etc. etc. J'ai pensé que le moment émotionnel n'était pas bon. Voilà. Voilà. J'ai compris. De temps en temps, on n'a pas le droit de ne pas traduire, mais on peut avoir le choix de choisir une intonation plus douce et ça peut changer tout. Ça m'est arrivé, j'avais vraiment, si je vous décris un peu mes aventures, vous n'allez pas croire, mais ça m'est arrivé de traduire un jour dans un commissariat de police russe, ce qui est une chose qui m'a beaucoup impressionnée, si on peut le dire. C'était un interrogatoire d'une fille de Guyane, je pense, qui a été accusée de prostitution, de quelque chose. Je me suis retrouvée dans l'enfer parce qu'elle a été sans habits pratiquement. Elle avait des habits d'été et il s'agissait de l'hiver. Il y avait un enquêteur, ainsi dit, un policier qui était super méchant, qui criait tout le temps, ну, это такая была, да, можно сказать, пытка, что она орала, ну, там, добрый следователь, злой следователь, в общем, все по законам жанра. Elle disait tout le temps non, c'était quelqu'un de, comment dire, je ne sais pas si elle avait son passeport, c'était une fille qui travaillait à l'illégal et elle avait un truc illégal. On l'avait torturée pendant 4 heures ou 5 heures par leur interrogatoire il criait, il la menaçait, elle ne comprenait rien, etc., etc. Elle pleurait.
Et moi qui étais venue du domaine humanitaire quand même, et même si je suis obligée de traduire, il y a le protocole, il y a les documents que je traduisais à vue, там, ну, протоколы, всякие статьи, там, юридические тексты и прочее, прочее, et je devais le faire. Mais je me suis dit, elle est dans une situation de faible. Je ne sais pas si elle était vraiment très, très coupable quand même. C'est pas à moi de juger, mais je pense qu'une fille à côté des gars qui étaient super forts et super méchants et super agressifs, etc., c'était de la violence. Et je me suis dit, comme je devais calmer un petit peu cette situation et cette fille, et j'étais complètement à ses côtés, pourtant je suis traductrice et je ne peux pas prendre le côté de quelqu'un, j'ai commencé à traduire le document. Il était énorme, mais je me suis dit, et il l'avait insulté, je devais traduire aussi ça, mais j'avais choisi une intonation toute douce. Je lui expliquais des choses comme si je racontais un conte de fées, etc., etc. J'ai vu qu'elle s'est calmée. Et non seulement elle s'est calmée, mais eux, ils se sont calmés. Toute la situation, je pense qu'ils étaient un petit peu, comment dire, c'était comme au cinéma, une situation inattendue. Quelqu'un qui arrive d'un autre monde, hein, d'un monde de bonheur, enfin de confort, etc., qui n'est pas dans leur truc. Et par l'intonation, par le professionnalisme, par l'intonation, on calme un peu les choses. Et puis après, j'ai dit doucement à eux quand on était ensemble, on est restés ensemble, ils m'ont fait un compliment, j'ai dit oui, et puis après, je leur ai soufflé quand même. J'ai dit, ну, слушайте, вообще человек надо накормить. Вот я работаю в гуманитарной организации, я считаю, что права человека прежде всего, и все такое. Но c'était déjà très individuel, ce n'était pas dans le cadre de la traduction. Ils lui ont acheté à manger parce qu'ils ont voulu se montrer gentils, etc., etc. Donc voilà, j'étais partie. Je pense que je ne connais pas, enfin, la suite certainement a été tragique, n'a pas été très bonne, mais je sais qu'au moins mon travail a été fait et j'ai traduit ce que j'avais à traduire, j'ai fait mon affaire honnêtement, je l'ai aidé aussi, entre autres, parce qu'ils ont dit, vous allez traduire ce qu'elle dit. J'ai dit, je ne traduis rien en cachette. Je traduis tout seulement ce qui est dit ouvertement. Ça, c'est honnête et professionnel. C'est notre code éthique qui, pour moi, je ne sais pas, c'est la loi des lois. Et on l'a aidée, elle a pu appeler son père pour lui expliquer la situation. Je ne l'ai pas trahi, je n'ai rien dit. En plus, elle parlait le créole et donc voilà, il disait des mots français que je ne traduisais pas parce que c'était son affaire personnelle. Après, je ne connais pas son histoire, mais c'est ce jour-là que je me suis dit que l'intonation, c'est plus que le mot. Avec la condition que vous gérez le mot idéalement. OK? Ok. Oui, merci de votre présentation. On a beaucoup apprécié. Je voudrais savoir comment. Oui, écoutez. Ouais. Je voudrais savoir comment gérer les clients qui sont grossiers envers vous en tant qu'interprète. Avez-vous eu de cas de tel oui. Écoutez, il y a des personnes qui sont grossières. Il y a des personnes, et ça, on m'a posé beaucoup de fois cette question, les filles. Hein, vous êtes une fille, une belle fille.
hein, vous êtes joliment habillé, etc., etc. Il y a des personnes qui vous considèrent comme je ne sais pas, comme un objet sexuel, si on peut le dire. Ça m'est arrivé. C'était pas super grossier, mais c'était quand même un peu grossier. On m'avait prévenu. Écoutez, on va vous payer votre salaire, c'était le salon business, mais vous savez, le personnage qu'on a, il est un peu spécial. Voilà, il est un peu ci, un peu ça, etc., etc. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais j'ai déjà dit oui. Je me suis dit, ça va être un défi pour moi. Il a commencé par être assez grossier, etc., etc. La chose qui nous protège, c'est le professionnalisme. Je ne suis pas une fille, une femme, ou un homme, ou une mère, ou je sais pas, une fille, ou une femme de ménage, etc., etc. Je suis interprète. Interprète, ça n'a pas de genre. Interprète, c'est le côté professionnel. Je traduis bien, je me concentre sur ce que je traduis. Je ne réagis pas à ce qui se dit. Je pose ma limite aussi, parce que moi, j'ai été invitée par l'employeur et je suis une très bonne spécialiste, une superbe spécialiste. Donc, profitez de ma présence professionnelle. On va parler des choses professionnelles. Il y avait des clients. Quand il y a des clients, ça va encore parce que, bon, vous travaillez, etc., etc. Vous êtes super pro, vous gardez votre visage super sérieux. Vous ne laissez pas, comment dire, cette énergie entrer vers vous. D'accord? Vous ne montrez pas la peur, etc., etc. Vous ne… Voilà, oui. Mais après, quand tous les clients sont partis, il a vu que j'étais inabordable. Il a vu que j'étais autre chose que celui qu'il voulait voir. Toutes ces grossièretés ont fini et il m'a raconté son histoire. Et là, je me suis dit, oui, vraiment, on est des psychologues un petit peu. Hein. Je dis, oui, je vous écoute très attentivement. Alors, tous vos malheurs de la vie, il m'a raconté toute sa vie. Il s'est trouvé que c'était une personne assez sympathique. Hein. Et à la fin, il m'a dit, Natacha, je vous remercie, je n'ai jamais vu d'interprète comme ça. Il ne faut pas jouer le rôle de la victime. Quand vous avez, vous ne pouvez pas influencer une autre personne. La seule chose que vous pouvez influencer, c'est vous-même. D'accord? Votre comportement, vous êtes responsable pour votre professionnalisme, pour votre code éthique, pour votre code humain éthique. J'ai mis ça, c'était le premier point dans ma liste de défis et de qualités qui sont appréciés, surtout aujourd'hui. Mais il le repère très vite, hein, ça se repère très vite. Il y a bien sûr des cas où la personne insiste, il ne lit pas, il ne réagit pas à votre réaction et il y a des personnes très grossières. Mais vous avez en principe, ça ne m'est jamais arrivé, mais en principe, vous pouvez dire à votre employeur, je ne vais pas travailler dans ce contexte. Vous avez le droit, ça vous concerne, c'est votre dignité professionnelle, c'est votre noblesse professionnelle. Je vais travailler avec d'autres personnes, je vais choisir d'autres clients, etc., etc. Ça ne me plaît pas, c'est pas bon. Mais généralement, il y a aussi des personnes grossières parce qu'elles le sont, mais au fond, ils sont très gentils, mais ils disent des grossièretés de temps en temps, ils disent des choses, c'est parce que c'est leur nature. Et puis après, petit à petit, bon, ils redeviennent un peu ce qu'ils sont, et puis après, il se trouve que ce n'est pas des pires personnes. Hein. Au contraire, il y a des personnes très gentilles, mais qui sont très méchantes à l'intérieur. Mais ça, c'est déjà la connaissance de la psychologie et l'expérience. C'est l'expérience. Au début, quand on est jeune, on a du mal parce qu'on est blessé, etc., etc. Mais quand vous vous concentrez sur votre professionnalisme, sur votre métier,
Je pense que le reste, ça part. Et je vais vous expliquer, vous raconter une petite histoire. J'ai travaillé à bord du bateau. Et ça s'est passé la nuit. On était, по-моему, в Ладожском озере. Мы шли по Ладожскому озеру à 1 heure du matin. Donc, on était en plein lac et il y avait une tempête très forte et le bateau se balançait comme ça. Moi, je suis sensible, j'ai le mal de mer normalement et je suis sensible à toutes ces choses-là. J'ai un appareil qui n'est pas très équilibré, donc je le ressens, etc. Tout le monde est malade, tout ça. Mais cette nuit-là, à 1 heure du matin, on a eu une touriste à bord du bateau qui était malade, qui était très, très malade. Et on m'a appelé parce que j'avais travaillé avec les médecins et je connaissais très bien je connais très bien le vocabulaire médical. On est allé elle a été transportée dans la salle de la femme médecin qui travaillait là. On est devenus très amis tout de suite. Il n'y avait pas de médicaments, il y avait très peu de médicaments dans son ensemble de médicaments qu'il fallait. Et le pire, c'est que il n'y avait pas de connexion. Les portables ne marchaient pas et ne pouvaient pas contacter l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc, une situation extrême. Et il m'a dit, écoute, on va faire quelque chose. Je vais essayer de faire tout le possible. Et on est toutes les deux à 1 heure du matin. Je tenais la main de la personne. La médecin lui faisait une piqûre. Elle faisait des injections, elle faisait tout. Et il dit, comme c'était la femme qui était prête à s'évanouir, il fallait parler avec elle tout le temps, la calmer, être tout le temps là. Et donc, on a passé 2 heures épouvantables, mais bon, j'ai appliqué, je pense, toutes mes connaissances de langue, toutes mes compétences humaines, je ne sais pas, humanitaires, tout ce que vous voulez, donc pour la calmer avec l'intonation, avec tout ce que vous voulez, et la supporter. Puis après, on a été voir les médecins et elle a été sauvée. Après, elle est rétablie, donc tout est allé bien. Mais j'ai remarqué que en plus, le bateau se balançait, mais vraiment, il y avait c'était épouvantable parce qu'il y avait une grande tempête de mer. C'était comme une mer, on était en pleine mer. Et j'ai remarqué que je n'avais aucun signe de mal de mer ou de quoi que ce soit. Je n'avais pas de nausée, je n'avais pas le mal à la tête. Tous les autres étaient malades autour de moi. Et j'ai compris que quand on est concentré sur quelque chose, quand on est concentré sur notre travail, de bien traduire les termes, on doit être concentré. Tout le reste n'existe pas. Les grossièretés, ces choses-là, vous savez, ça se casse. C'est pas du tout. Mais bon, les situations sont différentes. Est-ce qu'on peut présenter aux clients si on n'a pas encore travaillé comme interprète? Est-ce qu'on peut se présenter aux clients si on n'a pas encore travaillé comme interprète? Oui, c'est ça, Nastia. Mais ce qu'on n'a pas d'expérience officielle, c'est comme ça qu'on n'a pas, qu'on n'a pas encore travaillé et on a juste s'entraîné, voilà. Oui, c'est-à-dire comment l'expliquer aux clients, c'est ça votre question? Comment trouver le premier travail comme ça qu'est-ce qu'on doit présenter, par exemple, la vidéo où on... Oui, ouais. donc aujourd'hui, portfolio это называется. Donc, vous envoyez les exemples de vos traductions, de vos interprétations, tout ce que vous avez. Aujourd'hui, ça permet, il y a des vidéos, il y a des choses écrites, enfin, tout ça. Nos portfolios, vous посылаете. Mais quand j'avais commencé à faire mon travail, j'ai accepté, les premières choses que j'ai acceptées, je les acceptées gratuitement. C'était des expériences gratuites à base de bénévolat. Ça m'a beaucoup aidé.
au niveau professionnel, parce que je ne me sentais pas très à l'aise, mais aussi au niveau des contacts, parce que tout ça, c'est des contacts. Vous rencontrez quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui vous voit travailler, qui est content de vous, puis après, on se souvient de vous, on se souvient en plus de votre gentillesse. Vous n'avez aucune vraie responsabilité parce que vous travaillez gratuitement, vous aidez, hein, c'est gentil de votre part. Déjà, même si vous traduisez n'importe comment. Mais quand même, si vous travaillez bien, déjà vous vous observez, etc., c'est une expérience précieuse. C'est comme un stage gratuit. Hein. Donc, ne dites pas forcément non au bénévolat au début. Bénévolat, accompagnement linguistique, tout ça, ou traduction. Hein. Si quelqu'un, des amis, pas des escrocs, hein, ni moi, ni comme des compétences, des amis qui vont dire, mais même je le fais aujourd'hui. Quand on me dit, on a un texte, on a un article on n'a pas d'argent, Natacha, mais on a vraiment envie que tu le fasses. Si ça m'intéresse, le sujet m'intéresse, je dis oui. Parce que le lendemain, ils vont avoir un budget, ils vont travailler ailleurs, ou ils vont connaître quelqu'un qui va connaître quelqu'un qui aura besoin de vous, alors ça va être très profitable. D'accord? Parce que le travail d'interprète, c'est souvent le freelance. Le freelance, c'est les contacts, les compétences. Ça passe jamais par quelque chose de rigide, d'officiel, etc., etc. Toutes les petites expériences gratuites ou pas gratuites ou, je ne sais pas, aide à quelqu'un même, vous les notez dans votre CV. Hein. Vous les notez parce que c'est une expérience. Hein. Elle peut être mauvaise ou bonne, donc vous mettez les bonnes, bien entendu. Hein. Mais quand vous avez une mauvaise expérience, vous n'avez pas fait quelque chose, etc., etc., c'est aussi une expérience. C'est-à-dire, je dois faire un progrès ou je dis non à ça. Je choisis autre chose. J'ai répondu, ma chérie? Oui, merci. Oui, mais ce n'est pas les blessures, Arsénie, pas du tout les blessures, au contraire. Je vous ai dit qu'on on était séparés comme des vieux amis. Hein, pas du tout les blessures. Oh non, 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 plus de blessures. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que c'est bon? Je pense qu'il est temps de finir déjà voilà. Si vous avez d'autres questions, je serai prête. Vous me les envoyez. Voilà. Oui, comment débuter en tant que traducteur ou interprète quand il n'y a presque pas de propositions en français? C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est un problème, je vous ai dit, il y a moins de demandes. Ça fonctionne de bouche à oreille, mais je peux proposer ça à quelqu'un, je vois quelqu'un de très fort et je peux le proposer. Si vous voulez être dans le métier, essayez de vous entraîner plus. Déjà pour travailler cette chose-là, acceptez tout ce qui vous arrive. D'accord? Aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée de vraiment de s'axer sur une chose seulement. De me dire je vais devenir interprète et toutes les autres propositions, je vais les nier, je vais les oublier. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on accepte tout ce qui nous vient. En plus, je dois vous dire qu'aujourd'hui, on vit, vous le savez, dans une époque insolite. On ne sait pas comment va fonctionner le business. On ne sait pas, c'est nouveau. On ne sait pas quelles branches du business vont se développer. Est-ce que le métier va partir? Ce n'est pas la plus grande nécessité aujourd'hui, hein, quand même, il faut le dire. Mais pour les médecins, par exemple, ils sont toujours en contact. Donc, ça peut être très enrichissant. Il y a quand même les traducteurs des articles, des informations, etc. etc. Donc, ça existe, mais c'est assez limité comme branche, mais petit à petit, on va s'adapter, on va voir ce qui marchera. Peut-être que, bien sûr, c'est le digital qui va marcher, le contenu des sites, etc., etc. Entraînez-vous vous-même à faire des traductions de quelque chose, à mettre en ligne sur votre page Internet ou sur votre page Facebook en français. Hein, pourquoi pas, les autres vont voir. Aujourd'hui, mais ça, je dois vous dire que
comme c'est une période insolite, je vous parle de la voix, ça reste quand même parce qu'on est on est biologique quand même et ça, on le restera toujours. Est-ce que le salaire du traducteur est suffisant pour vivre? Oui, ça dépend des périodes. Quand vous travaillez en freelance, quand vous faites partie de l'équipe et que vous avez votre salaire dans une agence, c'est assez bien, mais bon, c'est pas hyper bien, mais ça peut, vous pouvez être sûr. Dans le freelance, j'ai travaillé dans le freelance plus de 10 ans. Il y a des périodes, c'est toujours inattendu, c'est jamais sûr. Vous pouvez avoir une période qui est très bien payée, où il y a beaucoup de demandes et ce sont de belles demandes. Et d'après mon expérience, tout arrive au même moment. Alors, vous ne savez pas où aller, il y a trop de choses en même temps. Mais il y a des périodes où vous n'êtes pas sûr du tout. Par exemple, вот санкции объявили, все, работы нет. Les moindres événements politiques où les choses, ça influence tout de suite. La pandémie, bien entendu, mais ça va passer. Et un jour, peut-être même, ça va déclencher une plus grande demande parce qu'on sera fatigué de rester seul. On aura envie de découvrir, de voyager, de traduire, de savoir, d'apprendre. Et je pense que ce sera une bonne idée quand même d'ouvrir un peu les frontières de l'esprit et les frontières physiques. Donc, on ne peut jamais être sûr. Ça nous apprend à faire confiance à la vie, à accepter tout ce qu'il y a à côté. Je ne sais pas, enseigner, donner des cours privés, travailler pour différentes demandes possibles ou utiliser le français dans d'autres professions. Ça, c'est aussi possible dans du business ou dans du professorat, pourquoi pas. Aujourd'hui, les professeurs j'ai lu hier l'article, vont petit à petit, sont très fatigués, vont peut-être partir de l'école, mais il y aura des élèves et les parents vont toujours vouloir les élever, ce qui est bien. Donc, vous avez vu l'image du cerveau. Ça peut arriver, ça peut venir. Mais là où on va, je ne peux pas vous dire, personne n'a la réponse à cette question. Et je pense que vous avez la chance d'avoir ce défi de découvrir, de s'adapter, de nous dire, enfin de se dire ce qui va marcher. On ne sait pas. On ne sait pas comment on va se réveiller demain. OK? Alors, je vais quand même terminer, mes chéris, pour ne pas trop traîner. Je vous remercie pour votre présence. Галечка, merci beaucoup. Non, ça va, c'est bien, ça va. Каждые 40 минут нас никто не прерывал. C'est bien. Voilà. Лариса Андреевна, спасибо вам большое, что вы пришли. Это для меня большая честь. Voilà. Et je vous souhaite plein de belles choses, de la santé physique et professionnelle. Et voilà.